Bienvenue sur Pimprenelle. Si vous n'avez pas encore écouté les 2 premiers épisodes de cette série, je vous invite vivement à le faire. Chacun explore un axe distinct de la même recherche et leur articulation permet une compréhension plus fine et plus approfondie des problématiques qui vont être soulevées et qui ont été soulevées. Dans cet épisode-là, nous nous pencherons sur la question suivante. Summerhill est-elle une école réservée aux privilégiés ou incarne-t-elle une véritable promesse de justice éducative ? L'approche ici est un peu plus théorique que dans les précédents épisodes. Les témoignages des anciens élèves y seront présents, mais beaucoup moins centraux que dans le premier épisode par exemple. Car en effet, dans le premier épisode, nous avons observé combien les anciens élèves de Summerhill demeuraient profondément attachés à leur expérience scolaire. Nombre d'entre eux et elles expriment une gratitude sincère et un lien fort à la communauté qu'ils et elles ont construite. Certains y retournent dès que l'occasion se présente, et ce type de fidélité affective est quand même beaucoup plus rare parmi les élèves issus de systèmes éducatifs plus traditionnels. Le deuxième épisode, quant à lui, s'est attaché à montrer comment la configuration de l'autorité dans une école influence-t-elle directement le bien-être social des individus. À Summerhill, en effet, l'autorité n'est ni imposée ni verticale, elle est partagée, co-construite et renégociée chaque semaine lors des assemblées démocratiques. Cela a notamment eu des effets sur la manière dont les conflits, et en particulier le harcèlement, ont été traités. Le harcèlement ne disparaît pas, mais il semble exister sous une forme différente, moins dissimulée et davantage prise en charge collectivement. Dans cet épisode-là, on va plutôt interroger le potentiel des écoles radicalement démocratiques comme Summerhill à remettre en cause, voire à subvertir la fonction reproductrice des institutions scolaires dans les pays du Nord global. Autrement dit, dans des sociétés où l'école tend à reproduire les hiérarchies sociales existantes sous couvert de neutralité républicaine ou de méritocratie formelle, Summerhill constitue-t-elle vraiment une alternative éducative ? Dans un premier temps, je poserai les termes de la problématique afin d'ouvrir une mise en contexte claire et nuancée. Dans un second temps, nous verrons en quoi les écoles démocratiques apparaissent pertinentes, voire nécessaires, face à ce diagnostic. Et enfin, nous terminerons en abordant les limites de ces modèles, en particulier lorsqu'il s'agit de penser la justice éducative comme une perspective systémique. Alors, ce que je vais exposer ici, c'est pas une révélation, mais constitue une base essentielle pour penser toute alternative éducative. Dans les sociétés occidentales, et en particulier en France, l'école ne corrige pas les inégalités sociales, elle les reproduit, parfois en les aggravant. Dans La reproduction notamment de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, il démontre que l'école fonctionne comme un appareil idéologique d'État, au sens althussérien du terme. Elle légitime les hiérarchies sociales en les faisant passer pour naturelles, en dissimulant leur origine sociale derrière l'illusion du mérite individuel. Le cœur de leur démonstration repose sur la notion de capital culturel. Ce sont donc les habitus, les manières de parler, d'écrire, de penser, de se tenir, etc., transmis par les familles bourgeoises qui sont valorisés et reconnus comme légitimes par l'institution scolaire. Les enfants des classes populaires, qui ne maîtrisent pas ces codes, sont donc en position de désavantage structurel. Mais ce désavantage est présenté comme un échec personnel, puisque l'école prétend juger chacun de manière égale. En effet, au cours de ma recherche sur les notions d'échec et de réussite scolaire, j'ai souvent constaté que l'échec scolaire est très intériorisé de manière profondément personnelle. Les élèves ne se perçoivent pas en échec, mais comme des échecs eux-mêmes. François Dubay, dans Les places et les chances, prolonge cette critique en insistant sur la tension entre deux logiques, celle de l'égalité des places, c'est-à-dire des positions sociales, et celle de l'égalité des chances, l'idée que chacun peut, en théorie, réussir par ses propres efforts. Dans un contexte de compétition scolaire exacerbée, la seconde logique tend à l'emporter, individualisant la réussite comme l'échec et rendant invisibles les structures sociales qui façonnent ces trajectoires. L'école, dans ce sens, devient alors un espace où les inégalités initiales sont transformées en inégalités de mérite. Et donc, ça renforce la croyance en une justice apparente tout en consolidant les dominations réelles. Enfin, Henri Giroud, dans un autre registre, figure majeure de la pédagogie critique, nous rappelle que l'école n'est jamais un espace neutre. Elle est traversée par des rapports de pouvoir, par des récits dominants, par des exclusions symboliques. Et dans une perspective plutôt gramscienne, il montre que l'école participe à la construction de l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire qu'elle sélectionne certains savoirs, certaines valeurs, certains comportements au détriment d'autres, jugés illégitimes, voire inadaptés. Loin d'être un sanctuaire donc de la raison, l'école est alors un terrain de lutte idéologique où se rejoue la conflictualité sociale. Ainsi, loin de constituer un simple instrument d'ascension sociale, l'école agit comme un filtre social qui sélectionne, hiérarchise et normalise selon des critères profondément enracinés dans les rapports de domination. C'est à partir de ce constat qu'il devient légitime, voire urgent, d'interroger les modèles alternatifs comme celui de Summerhill dans une perspective de justice sociale.
Alors à partir de ce constat critique sur les fonctions reproductrices de l'école, une question émerge assez naturellement. Peut-on concevoir un modèle éducatif qui échappe, au moins en partie, à cette logique? C'est donc ici que Summerhill apparaît comme un cas limite fascinant. Fondé en 1921 par Alexander Sutherland Neill, Summerhill repose sur un principe simple mais radical. Les enfants y sont libres de suivre ou non les cours, de gérer leur temps comme ils l'entendent et de participer à toutes les décisions concernant la vie collective de l'école. Loin d'une pédagogie de l'obéissance, Summerhill propose une pédagogie de la confiance, de la cohabitation et de l'autodétermination. Au premier abord, les témoignages que j'ai recueillis tendent à confirmer le caractère profondément transformateur de ce modèle. Marie, qui a passé 8 années à Summerhill, parle d'une école qui l'a laissé explorer ses intérêts sans pression, dans laquelle les enseignants l'encourageaient sans jamais la contraindre. Boris, quant à lui, insiste sur le rôle structurant de la démocratie scolaire. Selon lui, le fait de participer dès l'adolescence aux prises de décision, y compris celles sur les règles collectives, lui a permis de se politiser, de prendre la parole, de sortir de sa timidité. Mike évoque quant à lui une autonomie émotionnelle développée dès l'enfance grâce à un environnement où la règle d'or est la suivante: fais ce que tu veux tant que tu ne nuis pas aux autres. Dans cette logique, les enfants expérimentent de manière concrète ce qu'Henri Giroud appellerait une éducation politique, une formation à la liberté, à la responsabilité, à la délibération collective. Mais cette promesse de justice, si forte soit-elle, doit être nuancée. Summerhill est une école privée, elle n'est pas gratuite. Son modèle repose sur un internat payant, dont les frais oscillent autour de plusieurs milliers d'euros par an. Certes, il existe des mécanismes d'aide comme le Summerhill Trust ou des rabais proposés selon les revenus, mais dans les faits, ce sont majoritairement des enfants issus de milieux éduqués et relativement favorisés qui y sont scolarisés. Ce point est fondamental. Comme l'écrit Neil lui-même, Summerhill n'est pas faite pour les parents, mais elle suppose leur adhésion. En d'autres termes, il ne suffit pas que l'enfant soit curieux ou atypique, il faut aussi que ses parents croient à la pédagogie de la liberté, aient les moyens de financer une éducation hors système et soient disposés à sortir des normes éducatives dominantes. L'école ne sélectionne pas par concours, mais une forme de sélection sociale s'y opère en amont par les filtres du capital culturel, de la mobilité géographique et surtout de l'investissement parental. Or, comme le rappelle Bourdieu, la meilleure manière de reproduire l'élite, c'est encore de lui offrir des alternatives réservées. En effet, les écoles dites différentes ne font pas toujours exception. Elles peuvent constituer au contraire des refuges progressistes pour des enfants déjà protégés par leur environnement social, sans remettre en cause à l'échelle systémique les logiques d'exclusion de l'école commune. J'aime dire que certaines éducations éducatives et bien d'autres choses dans nos sociétés se tiennent parfois en marge pour ne jamais compromettre ce qui les délimite. Cette phrase peut sembler un peu compliquée, mais en réalité, elle éclaire un mécanisme bien connu des sociologues. Dans certains cas, être en marge n'est pas un acte de subversion, mais plutôt une manière de maintenir l'ordre établi, implicite ou explicite, en canalisant les aspirations critiques des espaces socialement circonscrits. Prenons un exemple concret. Un enfant issu d'un milieu aisé, sensible, en difficulté dans un collège public sera parfois retiré du système classique pour être placé dans une école alternative, comme par exemple Summerhill. Ce geste peut être vécu comme une rupture avec l'institution. Mais en réalité, il renforce un double capital. Le capital scolaire, puisque l'enfant évite l'échec et construit une trajectoire singulière, valorisable, et le capital symbolique, car il pourra se prévaloir d'une éducation dite différente, créative et parfois même exotisée. Pendant ce temps, les enfants restés dans une école commune, eux, continuent à subir la hiérarchie scolaire, la compétition normalisée, les notes, l'orientation précoce, etc., sans avoir ni le choix ni les moyens de fuir. Autrement dit, l'école marginale, quand elle n'est pas accessible qu'à une élite éclairée, peut devenir un espace de distinction plus qu'un espace d'émancipation collective. Elle permet à certains de se déscolariser sans jamais perdre le bénéfice social de leur parcours. Le risque, c'est alors que ces écoles en apparence subversives soient tolérées précisément parce qu'elles ne remettent pas en question l'ordre dominant, mais le contournent élégamment. Ainsi, être en marge devient une position confortable, voire stratégique, tant qu'elle ne cherche pas à faire système. En tant qu'elle n'est pas accessible à tous et à toutes, elle participe d'un ordre éducatif à deux vitesses. Un pour celles et ceux qui peuvent choisir, et l'autre pour celles et ceux qui subissent. Et c'est justement en tenant cette enquête sur Summerhill que j'ai décidé d'orienter mes recherches vers une question plus large, mais aussi beaucoup plus urgente. Qu'est-ce que l'échec scolaire? Et surtout, à qui donne-t-on le droit d'échouer, sans être disqualifié? Ce que m'a montré Summerhill, c'est que l'échec n'y a pas le même statut symbolique que dans l'école traditionnelle. Il est possible d'arrêter d'aller en cours pendant un an, de jouer, de se tromper, d'explorer sans produire. Et pourtant, on ne vous y réduit pas.
Comme le dit Marie, une de mes participantes, ce n'est pas seulement qu'on m'a laissé libre, c'est qu'on m'a regardé autrement. Être regardé autrement, voilà peut-être l'origine d'une justice scolaire véritable. A l'inverse, dans l'école classique, notamment en France, l'échec est souvent une assignation. Il colle au corps, aux trajectoires, au quartier. Il devient une identité plutôt qu'un moment. Et dans les REP, où j'ai concentré mes recherches, cet échec est presque toujours désigné du dehors, par l'institution, les chiffres, les politiques publiques, rarement défini ou reconstruit depuis les vécus des élèves eux-mêmes. C'est alors là que la lecture de Spivak m'a été très précieuse. Dans son texte fondateur, Est-ce que le subalterne peut parler ? Elle interroge les conditions d'accès à la parole politique pour les groupes dominés. Le subalterne, chez elle, ce n'est pas seulement un individu dominé, c'est celui ou celle dont la voix n'est pas reconnue comme telle dans l'espace légitime du discours. C'est donc une violence épistémique, c'est-à-dire de source du savoir. Ce n'est pas qu'il ne peut pas parler, mais c'est qu'il n'est pas entendu. Par entendu comme sujet pensant, ni comme sujet de savoir. Transposé à l'école, cela signifie que les élèves dits en échec ne sont pas seulement stigmatisés. Ils sont aussi empêchés de produire du sens sur leurs propres expériences. On les évalue, on les catégorise et on les classe, mais on ne les écoute pas. Leur perception du monde scolaire, leur intelligence située, leur analyse des rapports de pouvoir dans la classe ou dans l'institution reste à l'état de silence social. D'où ma démarche avec ma nouvelle recherche, recueillir ces voix subalternes, non pas pour les faire entrer de force dans la norme scolaire, mais pour déstabiliser cette norme elle-même, interroger ce que signifie réussir quand on a grandi dans un contexte d'injustice structurelle ou non, penser l'échec non pas comme un déficit, mais comme un langage, une forme de résistance parfois, une manière de dire que les règles du jeu sont biaisées dès le départ. Si Summerhill offre un espace protégé où le refus de l'école est autorisé, mon objectif est de penser ce que signifierait un système où ce refus ne serait plus un privilège, mais un droit partagé, le droit de questionner, de ralentir, de désapprendre sans être marginalisé. Alors, que nous dit vraiment Summerhill ? Est-elle une école pour privilégiés ou une promesse de justice ? Peut-être faudrait-il d'abord reformuler cette question, car ce qui frappe à Summerhill, ce n'est pas seulement la liberté formelle de ne pas aller en cours, c'est le refus de classer. Une école sans notes, sans redoublement, sans orientation punitive, une école qui ne trie pas, qui ne hiérarchise pas, qui ne stigmatise pas les lenteurs ou les hésitations. Une école qui ne met pas en échec finalement. Dans un système scolaire comme celui de la France, profondément structuré par l'idée de mérite, cette absence de hiérarchie scolaire fait figure de provocation, certes. L'école ici classe pour orienter, elle oriente pour sélectionner et elle sélectionne in fine pour reproduire. Reproduire les élites, les hiérarchies, les écarts, et tout cela sous le masque de la neutralité et de l'universalisme. Summerhill, elle, suspend quand même ce mécanisme, car elle ne classe pas parce qu'elle ne cherche pas à légitimer une hiérarchie. Elle ne note pas parce qu'elle ne cherche pas à produire des bons ou des mauvais élèves, mais des êtres capables finalement de se gouverner eux-mêmes. Et c'est là que le paradoxe surgit, car cette école qui ne juge pas, qui n'exclut pas, qui ne pousse personne vers l'échec, n'est accessible qu'à celles et ceux dont les familles sont déjà en position de sécurité sociale et symbolique, parfois économique, mais pas tout le temps, car il y a un système de bourse. C'est donc une école qui rassure les enfants, mais qui suppose que les parents, eux, aient accepté d'être inquiétés par une question simple mais déstabilisante, et si mon enfant ne passait aucun examen, et s'il n'avait pas de diplôme, et s'il ne pouvait pas reproduire ce que j'ai acquis. Autrement dit, Summerhill ne remet pas seulement en cause la pédagogie traditionnelle, elle interroge la structure intime de l'ordre social. Elle met en lumière quelque chose de plus profond, le lien entre amour parental et angoisse de déclassement. Car mettez-vous à la place d'un parent, peut-on vraiment soutenir une école qui ne garantit rien à notre enfant ? Une école qui ne promet potentiellement pas le bac, pas l'université, aucune distinction sociale. C'est ici finalement que se loge la plus profonde tension de cette enquête d'émancipation et de l'attachement inconscient des parents à la reproduction. Une question qu'il est facile de se poser quand on n'a pas d'enfant, mais quand on est parent, elle devient beaucoup plus importante. Cette tension ne relève pas seulement d'un choix personnel, car elle est aussi structurelle. Dans un monde où la sécurité passe par les diplômes et les diplômes par la conformité, vouloir une autre école, c'est quand même risquer de ne pas transmettre à son enfant son capital. C'est refuser de céder à la panique de l'enfant raté. Cela suppose une confiance radicale dans l'enfant, dans le temps long et dans une autre idée de la réussite. Car c'est bien cela que Summerhill nous oblige à penser. Et si réussir, ce n'était pas être le meilleur, mais plutôt quelque chose comme devenir soi-même ou s'accomplir. Et si l'échec, ce n'était pas une faute à corriger, mais un passage, une forme d'expérimentation vitale, dans une société obsédée par la performance,
Cette idée est quand même très subversive. Elle ne propose pas de changer l'école pour qu'elle intègre mieux les élèves dominés, elle propose de changer ce que l'on attend de l'école tout court. Summery n'est donc pas une solution miracle. Elle n'est ni généralisable, ni exempte de contradictions comme on l'a vu. Mais elle est un point d'appui critique, un miroir tendu à nos certitudes, une invitation à imaginer une école qui ne serait pas là pour filtrer, mais plutôt pour accueillir. Une école qui n'évaluerait pas pour exclure, mais pour comprendre. Une école qui ne préparerait pas à la compétition, mais à la coopération. Enfin bref, une école où la justice ne serait pas l'égalité des chances, mais la pluralité des chemins. À condition bien sûr que cette école ne reste pas une enclave pour enfants bien nés. À condition que l'on ait, collectivement, le courage de désarmer la peur qui fait de la réussite un impératif et de l'échec une honte.